La suite de BFM Story. La gauche sans dessus-dessous à 39 jours du premier tour. Benoît Hamon a accusé hier Manuel Valls de trahir les électeurs de la primaire socialiste en refusant de le soutenir. Pendant ce temps-là, d'autres personnalités de gauche devraient rejoindre dans les jours qui viennent Emmanuel Macron. La question du vote utile face à la droite et l'extrême droite hante en fait les électeurs de gauche et touche tous les électeurs, ceux de Mélenchon, de Benoît Hamon, mais aussi d'Emmanuel Macron. On en parle avec Alexis Corbière. Bonsoir, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Mariana Crépinet, bonsoir, journaliste politique à Match. Et Hervé Gattegno, notre éditorialiste. Mariana, c'est vrai que Benoît Hamon a eu des mots très sévères contre Manuel Valls. Entre les deux, le divorce se fait au grand jour. Benoît Hamon a pourtant besoin de rassembler les siens. Il tient ce soir un meeting à Nice, c'est pas des terres socialistes, ça va être difficile. Il mise également sur un grand meeting à Bercy ce week-end, ce sera le plus grand de sa campagne. Il mise également sur la présentation de son programme demain matin. Est-ce que c'est suffisant pour Benoît Hamon? Alors, Benoît Hamon attaque une séquence décisive. Là, les quelques jours qui arrivent vont vraiment beaucoup compter pour lui. Il doit montrer qu'il arrive à rassembler son camp, ce qui est quand même pas évident, vu que Manuel Valls ne lui donne pas son parrainage, a émis quand même de très fortes critiques. On voit même aujourd'hui que Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, dit aussi qu'il ne va pas lui donner son parrainage. Donc il y a quand même un certain nombre de poids lourds du Parti socialiste qui sont en réserve par rapport à la campagne de Benoît Hamon. Alors évidemment, il va s'afficher avec les ténors Christiane Taubira, Martine Aubry, qui doit être là dimanche et qui va même prendre la parole dans son meeting. Donc ils ont prévu de la faire intervenir. Anne Hidalgo sans doute aussi. Anne Hidalgo doit être là aussi. Najat Vallaud-Belkacem. Donc il essaye quand même de Qui sont aussi des figures appréciées à gauche. Voilà. Et puis aussi sur des figures aussi un peu rajeunies, quoi, la jeune garde du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, Matthias Fekl. Qui est une réponse aux éléphants qui soutiennent Macron. Peut-être côté des anciens. Mais alors, je disais, le vote utile à Alexis Corbière, il touche aussi Jean-Luc Mélenchon. Je regardais les derniers sondages. Jean-Luc Mélenchon ne bouge pas. Il est sur son socle, alors solide, mais qui n'évolue pas. Parce que peut-être aussi les électeurs de gauche se posent la question, est-ce que c'est vraiment utile de voter Mélenchon si on doit faire barrage à Marine Le Pen et à Fillon? Si le débat est résumé comme ça, effectivement, tel que c'est répété beaucoup, ça peut amener des interrogations. Mais moi, j'observe surtout qu'un électeur sur deux, pour l'instant, n'a pas fait de choix. Et ça nous intéresse beaucoup, nous, avec Jean-Luc Mélenchon, de se dire que là, il y a 5 semaines, 39 jours, et que beaucoup de choses vont avoir lieu. Je veux pas, je suis sur BFM, que j'apprécie beaucoup, mais dans quelques jours, sur TF1, il y aura un grand débat. On peut en parler. Et vous-même, peut-être, vous en organiserez un, prochainement avril, aussi, avec les candidats. Maintenant, on va savoir vendredi soir exactement la liste de tous les candidats. Lundi, c'est avec 5 candidats. Donc c'est une autre séquence? Ben oui, moi, j'ai envie de le dire, que nous, on va ouvrir, j'espère très positivement. Vous savez, on fait un grand rassemblement samedi prochain, le 18, place de la République, en position de force, de cohérence. Moi, je trouve que on a une cohérence là-dedans, et franchement, j'aime pas critiquer les voisins, mais la primaire socialiste est apparue comme une arnaque, quoi. Oui, Benoît Hamon est toujours devant Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais de quelques points, franchement, on est dans la marge d'erreur. Le Parti socialiste, franchement, si on devait caractériser les choses, il fait la moitié des voix de ce qu'avait François Hollande. Il est historiquement un peu plus bas. Et le vote qui peut être clair, y compris pour les gens de gauche, mais nous on s'adresse pas seulement à eux, ça peut être le vote Mélenchon. Parce que, vous l'avez indiqué, Mariana Crépinet, il va y avoir, par exemple, à Bercy, des prises de parole. Matthias Fekl, vous évoquez, mais il est pour le CETA, par exemple. Vous savez, ce traité de libre-échange que Benoît Hamon dénonce. Au bout d'un moment, les gens comprennent plus rien. C'est-à-dire que je pense qu'il eût été peut-être utile que tout ça se regroupe, tous ceux qui veulent vraiment rejeter le CETA, le libre-échange, l'Europe aujourd'hui telle qu'elle se construit, derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que Benoît Hamon est toujours ambigu par rapport parce que c'est quoi le désaccord qu'on a avec Benoît Hamon? Il nous a dit non, moi je dois être la synthèse de tout. Quand il a été élu, nous on lui a dit mais est-ce que les candidats que vous allez soutenir aux élections législatives sont les candidats désignés par le PS, qui sont tous ceux qui ont voté avec François Hollande depuis 2012. On nous a dit non, vous voulez couper des têtes, on va arriver en gros à rassembler tout. Mais c'est pas vrai. Alors, regardez Valls qui se détache d'Hamon, ça voudrait vous rassurer. Je trouve que plutôt ça montre une désagrégation de tout ça, et qu'il est fort heureusement. Je comprends pas, vous voudriez qu'il coupe les têtes, il y a une tête qui Mais j'ai jamais demandé qu'il coupe les têtes, je demande la clarification. Je dis que ce dans quoi s'enferme Benoît Hamon, qui est de chercher à garder un peu toute la famille socialiste, est impossible. On le voit, on a le spectacle sous nos yeux. Et ça pose un problème. Donc je crois que les Français, je termine là-dessus, vont être sensibles à de la cohérence, et que Jean-Luc Mélenchon est bien positionné dans le vote cohérent. Alors c'est vrai que c'est compliqué à gauche, entre ceux qui suivent Macron, ceux qui suivent Hamon, ceux qui veulent suivre ni personne, parce que Valls est plutôt maintenant dans un ni Macron ni Hamon. On a du mal à s'y retrouver. Oui, on savait qu'il allait y avoir 3 candidats peu ou prou représentant la gauche dans cette élection. Même si Macron s'en défend. Il y en a bel et un bien beau cadeau à Emmanuel Macron. Mais...
Oh, bah, un cadeau, ça dépend de quel point de vue on se place. Emmanuel Macron, il essaie de rassembler et on voit bien qu'il essaie de rassembler en allant plutôt vers la droite. Hein. Il part d'une base de gauche puisqu'il était ministre de François Hollande. Il essaie d'aller vers la droite. Benoît Hamon, il a beaucoup de mal à rassembler toutes les tendances du Parti socialiste. Pour l'instant, on peut même dire qu'il n'y arrive pas. Seulement, chez vous, chez Jean-Luc Mélenchon, vous n'arrivez pas vraiment à rassembler non plus vers le centre-gauche, vers la gauche traditionnelle, vers le Parti socialiste, puisque pour l'instant, comme Olivier l'a dit, dans les sondages, si pour l'instant Jean-Luc Mélenchon bouge pas beaucoup, c'est que vous n'y arrivez pas non plus. Donc en fait, personne n'est véritablement rassembleur de la gauche. Moi, ce que je pense néanmoins, c'est que la campagne, pour la plupart des Français, elle n'a pas vraiment commencé. D'accord, et d'une certaine façon, je pense qu'elle commence ce week-end. Alors, il y a le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la clôture de la liste des candidatures. Hein, vous avez dit vendredi. En fait, ce sera samedi midi, la clôture officielle pour le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a le débat de lundi. Et je pense que les primaires ont montré une chose, c'est que les Français misent énormément sur les débats télévisés. Et je pense que là, on va entrer vraiment dans la phase décisive de la campagne. Et puis dans les autres dates à retenir, c'est la semaine prochaine, on sera le 24 mars. Et le 24 mars, c'est le début de la période de réserve. La période de réserve, ça veut dire que les ministres ne pourront plus accompagner le président de la République, ne pourront plus faire la promotion du bilan de François Hollande. Ça, pour l'instant, ils ne font pas beaucoup. Voilà, ils ne font pas beaucoup, certes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que François Hollande leur a demandé d'attendre cette date-là pour se prononcer. Donc probablement que d'ici, à partir du 24 mars, les ministres vont se prononcer et on verra aussi les choses un peu... Vous croyez que Jean-Yves Le Drian va respecter cette date? Parce qu'il y a un doute, on pensait que Jean-Yves Le Drian, peut-être dès ce week-end, allait s'afficher aux côtés d'Emmanuel Macron. Va tenir un discours sur les questions de défense samedi matin à 10h30 devant le Cercle des Armées, mais a priori, il semblerait qu'effectivement Jean-Yves Le Drian respecte la consigne de François Hollande et attende quand même quelques jours. Il n'avait pas respecté celle sur le cumul, hein, néanmoins. Oui, donc il peut parfois s'affranchir des consignes présidentielles. Il doit mettre au pas, si j'ose dire, la Bretagne, parce que des élus bretons se sont prononcés pour Benoît Hamon. Tout le monde ne suit pas Le Drian. Mais ça, c'est des affaires bretonnes. C'est peu quand même, finalement, aussi beaucoup pour Emmanuel Macron, si j'ai bien tout suivi, parmi les élus socialistes. Oui. Et par ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit un énorme avantage pour Emmanuel Macron d'être soutenu par beaucoup d'éléments socialistes et des ministres de François Hollande. C'est là où Emmanuel Macron quand même essaye de freiner. On a bien vu que quand il a parlé d'avoir une femme Premier ministre, il a tout de suite dit que ce ne serait ni Marisol Touraine ni Ségolène Royal, ce qui n'était quand même pas très sympathique, sachant que notamment Ségolène Royal avait toujours marqué des signes de sympathie envers lui. Donc c'était une manière quand même de montrer que il n'en veut pas tant que ça. Et puis il veut montrer surtout il veut montrer qu'il sera la figure du renouvellement. Et c'est vrai que si vous dites Marisol Touraine, je la garderai à la santé, Ségolène Royal, je la garderai à l'écologie, voire même en Premier ministre, ça fait pas tellement renouvellement. Mais par contre, Le Drian à la défense, ça c'est encore... Même Juppé en voulait, semble-t-il. Mais la phrase d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, le dit bien, dit « Je n'ai pas créé une maison d'hôtes ». C'est pas pour accueillir tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, quand Mélenchon dit... Alexis Corbière, quand Jean-Luc Mélenchon dit « Gouverner avec les socialistes, ça va de soi ». Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire déjà que vous sanctionnez pas mal de ce qu'il dit. Mais pourquoi pas faire une majorité avec ceux qui clairement n'ont rien à voir avec le bilan de François Hollande? Il s'agira de rassembler. Mais moi surtout, je voudrais, ça c'est une manière de vous répondre, interroger. Vous dites l'émission La Gauche sans dessus-dessous, mais ce dont on parle, ce serait quand même d'un tremblement de terre considérable sur l'ensemble de la vie politique. C'est-à-dire qu'aucun des deux candidats sortis de la primaire aujourd'hui, celle de droite ou celle du PS, ne sont annoncés au second tour. J'ai envie de dire que tout le vieux paysage politique est en train de voler un éclat. C'est ça d'ailleurs qui amène à ce que beaucoup de Français se disent qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis assez d'accord avec vous. Moi j'ai appelé ça le dégagisme, mais c'est-à-dire on le voit bien, c'est-à-dire que les vieux partis volent un éclat. Il suffit de pas dire on se rassemble pour que ça crée une dynamique. C'est l'erreur de Benoît Hamon qui a cru en quelque sorte nous siphonner en disant je vais m'afficher avec les Verts, engager des discussions avec le PC, puis tout ça, ça va créer des dynamiques. C'était pipeau. Les gens veulent d'abord du programme. Et moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, même si c'est cruel parce que nous on est en campagne depuis le 10 février, qu'il y a, non pas que la campagne va commencer, mais une nouvelle étape de la campagne, très importante, va commencer à partir de lundi. Et nous, moi je crois qu'on est bien positionné. On a accumulé des matériaux. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus de Jean-Luc Mélenchon? Parce que vous parlez de dégagisme, mais Jean-Luc Mélenchon pourrait être aussi victime de ce dégagisme, puisqu'il a déjà été candidat à l'élection présidentielle. Oui. Quand vous organisez la Bastille, c'est bien, mais il y a 5 ans, jour pour jour, c'était également la Bastille, un grand meeting spectaculaire qui avait créé la surprise. Là, forcément, l'effet surprise n'existera plus. Voilà, comment Jean-Luc Mélenchon peut également se réinventer en quelque sorte, parce que les Français le connaissent par cœur, j'ose dire. Vous admirez l'artiste déjà samedi, se réinventer une nouvelle fois. Non mais, ce que j'appelle dégagisme, c'est ceux qui ont exercé des responsabilités. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus revoir les mêmes têtes en responsabilité. Après, pas les candidats.
c'est pas seulement ça. Je veux dire, le renouvellement, moi je crois pas que... Après, il y a des astuces, c'est pas parce qu'on a 38 ans, qu'on a un sourire éclatant et une ligne impeccable, comme Monsieur Macron, que les idées qu'on met en avant soient des idées modernes. Reconnaissez que Benoît Hamon et Emmanuel Macron n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle, ils Oui, apparaissent... mais ils ont été ministres et je pense que ça pèse sur les problèmes que rencontre Benoît Hamon. C'est que malgré tout, bon... Les gens se souviennent qu'il a été ministre. Du moins, pourquoi il a gagné, c'est parce qu'il s'en souvenait le moins de l'équipe. Ça a coûté cher à Montebourg. Mais c'est l'ambiguïté. Mais qu'est-ce qu'ils vont découvrir les Français? Moi, du moins, je l'espère dans les 5 semaines qui viennent. Parler des programmes. Olivier Truchot, je vous apprécie, mais trop souvent, vous m'avez invité, vous, d'une manière générale, pour parler qu'est-ce que vous pensez d'Hamon, qu'est-ce que vous pensez des affaires Fillon, etc. Là, je vous interroge sur Mélenchon. Sa capacité à se renouveler. J'entends bien, mais j'espère que dans les 5 semaines qui viennent, il y aura nos propositions. Nous, on veut créer 3 millions d'emplois. Faire aujourd'hui... Vous voulez créer 200 000 postes de fonctionnaires. Exactement, mais je suis prêt, j'assume. J'en discute. C'est énorme, hein, 200 000 postes de fonctionnaires. Oui, Pour le coup, vous êtes les voilà. seuls parmi les gros candidats. Je pense qu'il faut ça pour le pays, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'inégalités sur l'ensemble du territoire. Il y a trop de policiers qui travaillent dans des conditions difficiles. Dans les hôpitaux, on n'en peut plus. Discutons de ça. Ça choque, parlons de ça. Alors que la purge est annoncée par d'autres. Vous savez, moins de fonctionnaires, ça veut dire le privé qui va avancer. Que ceux qui m'écoutent comprennent bien que s'il y a une désagrégation du service public, c'est une société à 2 vitesses qui va s'accélérer. Si l'hôpital public est moins bon, ceux qui sont riches iront à l'hôpital privé. Si les écoles publiques sont moins bonnes, on mettra les mômes dans les écoles privées. Comment vous financez ces 200 000 postes fonctionnaires? Ça veut dire que c'est des postes à vie. Ce sont et il faut compter aussi la retraite. Bien sûr. Donc c'est énormément d'argent sur la table, 200 000 postes de fonctionnaires. Mais vous le savez, nous proposons notamment d'emprunter 100 milliards auprès de la Banque Centrale Européenne. Elle est là pour ça, pour relancer l'activité économique. Tout à fait. Et je rappelle d'ailleurs que ceux qui m'écoutent ne soient pas étonnés par ce chiffre. Ça correspond exactement à la baisse des investissements publics depuis 2012. S'il n'y avait pas eu l'austérité, on les aurait ces 100 milliards dans l'économie. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut relancer l'activité économique. Les petits commerçants, les artisans qui nous regardent, ils ont besoin que le pouvoir d'achat augmente, que l'activité économique augmente. Et donc, il ne faut pas avoir peur de relancer l'économie. D'emprunter davantage sur les marchés. Mais ça s'appelle aussi investir pour l'avenir. Vous savez, ce pays... La France est déjà endettée. Mais on peut emprunter à taux zéro aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quand les taux ne seront plus à zéro, mais à 2, 3... si c'était à faire de l'activité économique. Non, mais il faut arrêter d'avoir... La France est un pays solvable, hein. Vous savez, quand on veut prêter de l'argent, il vaut mieux le prêter à la France que je ne sais trop qui. La France, c'est une grande puissance. Non, mais... C'est important qu'on puisse parler programme. C'est ça. Et je vous en remercie. Je vous en remercie, mais j'espère que les 5 semaines qui restent, ça va être ça. Et on va les affaires. Voilà, ben oui. Ça va pas être que ça, vous le savez bien. D'ailleurs, vous savez, il n'y a pas un candidat à l'élection présidentielle qui ne dise pas pendant la campagne, la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Quand on dit ça, ça veut dire que bien sûr que le projet c'est important, les idées c'est essentiel, ce qu'on propose, les arguments qu'on a pour contredire les autres. Mais ce que les Français attendent pendant la campagne et principalement pendant les débats télévisés, c'est que chaque candidat montre qu'il peut être président. Et ça, là-dedans, il y a des faits, mais il y a aussi une impression, il y a quelque chose d'un peu immatériel qui se dégage, et les Français attendent de voir ça. Et on a vu ça se produire par moments pendant la primaire, non pas pour faire un président, mais pour faire un présidentiable. Maintenant, on a des présidentiables, et ce que les Français attendent, c'est de savoir lequel ou lesquels d'entre eux font plus président que les autres. C'est un enjeu énorme pour votre candidat. C'est un enjeu énorme pour votre candidat, parce qu'on sait qu'il a de l'expérience, il est chevronné, il est capable de soulever les foules, mais on n'est pas complètement sûr que Jean-Luc Mélenchon, ça peut faire un président pour la France, et c'est un enjeu énorme pour Benoît Hamon, c'est un enjeu énorme pour Emmanuel Macron, qui a fait une percée dans les médias et dans les sondages, mais dont les Français se demandent réellement s'il pourrait être président. J'ajoute pas les deux autres parce qu'au fond l'argument est le même, mais en fait c'est ça qu'on attend, c'est ce petit moment, ce petit supplément d'âme et d'immatériel, comme je disais. Pardon. Une des questions aussi qu'on se pose en ce moment, c'est la question de la majorité. Avec quelle majorité gouvernerait Emmanuel Macron s'il gagnait? Avec quelle majorité Benoît Hamon gouvernerait s'il gagnait? Et notamment chez Macron, la question, sa difficulté en ce moment, c'est de ne pas laisser s'installer l'idée qu'il aurait une majorité ingouvernable, qu'il ne pourrait pas gouverner. Donc il est vraiment en ce moment... L'avantage qu'il a maintenant, Macron, c'est que du coup, on peut se poser la même question pour absolument tous les candidats. Exact. Alors qu'au départ, sur le papier, on aurait pu penser que c'était peut-être à son propos que la question... Est-ce que vous autorisez, malgré tout, à pointer qu'il y a un thème qui m'est cher, on a souvent parlé, qui est celui, malgré tout, j'entends, mais c'est très 5e République ce que vous avez dit. Je crois que le thème aussi... Nous y sommes, non, mais c'est normal. Quand la Coupe du Monde de foot commence, on arrive avec un ballon rond, pas avec un ballon ovale. Il n'empêche que je trouve que la critique qu'on porte des institutions est de plus en plus écoutée. Bien sûr. On me dit souvent c'est pas le thème majeur, d'accord, mais les gens voient bien que le monarque présidentiel, y compris que le costume aujourd'hui, quand on voit, pardon de parler costume, mais Fillon ou d'autres, bon, que ça devient ridicule. Et le fait qu'il faut des droits nouveaux pour les citoyens, nous on propose le droit de révoquer, la prise en compte du vote blanc, etc. Un autre système, c'est la 6e République. Les gens ils sont sensibles de se dire que
On voit bien que ça arrive à bout de souffle. La 5e, elle a été taillée sur mesure par le général de Gaulle, la crise de la guerre d'Algérie. On Vous pensez que c'est un des thèmes importants de cette campagne, changer de République? Moi, je crois que les citoyens, on voit bien, et avec, il y a les réseaux sociaux, etc., on veut plus de contrôle sur les élus, pouvoir éventuellement les rappeler. Changer de République pour avoir des élus un peu plus propres. Oui, mais la 5e République, elle a un système qui, en quelque sorte, rend les élus assez irresponsables. Ils sont élus, puis ils rendent plus de compte jusqu'au bout. On peut imaginer, vous le savez, on en a souvent parlé, le droit de rappeler les élus en cours de mandat, de dire, voilà, au bout de à mi-mandat, eh bien, ce qu'il fait ne me plaît pas, eh bien, éventuellement, on refait un vote. Ou alors la prise en compte du vote blanc. Imaginez, vous savez, moi, ce qui me choque souvent, c'est que beaucoup de parlementaires sont élus quand on reporte par rapport au nombre d'électeurs inscrits, avec seulement 20% des électeurs inscrits. C'est pas sain comme système. 80% parfois des gens d'une circonscription n'ont pas voté pour leur député. Tout ça, ça envenime encore plus l'illégitimité des représentants. Je reviens à ma question initiale, Mariana. Dans les prochains jours, il reste 39 jours avant le premier tour. L'enjeu pour la gauche, c'est donc que chaque candidat clarifie son positionnement et que les électeurs de gauche puissent se prononcer sur quand même plusieurs critères. Le vote utile, ça compte, mais aussi sur le programme, qui est vraiment de gauche, sur la capacité à le réaliser, la majorité? Ah oui, et le problème aussi, c'est qu'il y a des temporalités très différentes à gérer, parce que chacun a son intérêt, a un intérêt différent. Par exemple, Manuel Valls, lui, a envie d'attendre. On voit bien qu'il est un peu coincé entre Hamon et Macron. Il est dans le nini, là. Voilà, mais il penche quand même, soyons honnêtes, il penche quand même globalement plus du côté de Macron. Une partie de ses troupes le pousse à accélérer, parce que eux se disent, si on arrive les derniers chez Macron, on n'aura pas de place pour les législatives. Et d'ailleurs, c'est aussi une des grosses questions qui se posent, c'est les investitures pour les législatives. Et puis lui veut ralentir le tempo. On voit aussi que Macron, lui, n'a pas intérêt à avoir des grosses troupes de socialistes qui arrivent en ce moment, parce que son équilibre est très fragile. Emmanuel Macron, c'est un peu comme un bateau. D'un côté, vous avez la partie droite, d'un autre côté, la partie gauche. Si ça penche d'un côté, vous tanguez et vous pouvez tomber à l'eau. Donc, il est vraiment dans la recherche de cet équilibre. Et on voit bien qu'ils ont du mal à trouver. En ce moment, vous disiez qu'il penchait plus à droite. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il penche plus à gauche en ce moment et qu'ils vont avoir du mal à trouver des poids lourds de droite, parce qu'on voit bien que des petites... Oui, parce que pour l'instant, on reste sur Delanoë. Moi, je crois pas. N'oubliez pas une chose, c'est que ce que cherche Emmanuel Macron, avant tout, ce sont des électeurs, pas des chefs de file et pas des grands élus. Et or, je pense que sa recherche d'électeurs, elle va plutôt vers le centre. C'est ce qu'il a essayé de faire avec François Bayrou. Et dans les sondages, ça marche pas si mal. Allez, il y a la gauche.